Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce nouveau numéro, on va parler parquet européen. On parlera également des enjeux de conformité des entreprises et enfin, on parlera de la blockchain pour les professionnels du droit et du chiffre. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Kirill Bougardtchev, associé fondateur de Bougardtchev Moine et Associés. Kirill, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que le parquet européen ? Le parquet européen, c'est une contribution de plus à la justice européenne. Après la création d'Eurojust en 2002 et puis le mandat d'arrêt européen en 2004, eh bien, c'est le nouveau jalon fondamental d'une justice pénale européenne. Donc la création du parquet européen remonte au règlement de 2017, du 12 octobre très exactement, et donc ce n'est que la mise en œuvre de ce règlement à laquelle nous assistons en ce moment. 22 États membres ont voté pour, et donc 5 ont voté contre, parmi lesquels la Pologne et la Hongrie. On peut être étonné puisqu'ils bénéficient largement des subsides européennes. Donc dans ces 22 États membres, le procureur européen, le parquet européen, va devenir une réalité 4 ans après donc, ce règlement dont je parlais à l'instant. Quel est son domaine de compétence ? Alors, il se limite pour le moment aux infractions économiques et financières commises au détriment de l'Union, ainsi qu'aux infractions qui leur sont indissociablement liées. On peut parler, par exemple, de la fraude à la TVA, de tout ce qui peut atteindre le budget de l'État européen, des infractions telles la corruption active ou passive, le blanchiment de fonds européens également, ou des trafics d'influence, pour ne citer que ces infractions-là. Dans un deuxième temps, peut-être que la compétence sera élargie à des crimes... Quel type de compétences ? À des crimes de terrorisme, par exemple, commis au sein de l'Union. C'est souhaitable ? Ce qui est souhaitable, c'est d'avancer pas à pas, parce que le parquet européen va disposer de pouvoirs absolument incroyables, extraordinaires du droit commun, puisque les procureurs, en réalité, auront des compétences nationales équivalentes à celles des procureurs actuels, doublées des compétences des juges d'instruction, en sorte que le JLD ne gardera comme petit domaine que celui des surveillances électroniques, de la détention provisoire. Ce seul contentieux-là échappera à cette hydre nouvelle du parquet européen, qui est donc un amalgame du procureur et du juge d'instruction dont on peut se demander s'il n'est pas appelé à disparaître dans les 10 États de l'Union sur les 22, où il a toujours une existence légale aujourd'hui. Alors comment l'action du parquet européen va-t-elle être mise en œuvre ? Alors il y a 2 échelons. Il y a d'abord une partie supérieure du Spoutnik. Dans la partie supérieure, on a un bureau central du parquet européen, rien que ces mots font frémir, qui sera situé à Luxembourg, composé d'abord du procureur en chef, qui est aujourd'hui Madame Kövesi, ancienne procureure en chef de la direction nationale anticorruption roumaine, et puis autour d'elle, un collège de 22 procureurs européens, un par État membre, qui sont là pour assurer la surveillance et la coordination des enquêtes partout en Europe. Ça, c'est le haut du Spoutnik. Et puis la base du Spoutnik, la partie inférieure, elle est composée d'un échelon national où dans chaque État membre, en fait, l'action du parquet européen sera permise et mise en œuvre par des procureurs européens délégués. On a 4 procureurs européens délégués en France qui vont conduire les investigations et recourir aux services d'enquête locaux, donc des policiers locaux ou des douaniers, pour poursuivre les infractions dans chaque État membre qui a voté en faveur du parquet européen. Pour conclure, quelles vont être les conséquences pour les entreprises ? Les conséquences pour les entreprises, elles vont être, à mon avis, plurielles. Tout d'abord, il y a une part de délocalisation du pouvoir judiciaire vers Luxembourg. Et donc, pour frapper à la porte d'un procureur, ce ne sera pas toujours facile, puisqu'il y a toujours cette possibilité de composition pénale, évidemment, qui s'appliquera. CGIP, plaidé coupable, je pense notamment à ça.
avant le règlement du dossier, qui devra suivre les instructions d'une chambre que le procureur viendra consulter avant de lancer les poursuites devant le tribunal correctionnel, par exemple. Alors donc, délocalisation du centre de décision, d'une part. Donc on va perdre en proximité, je veux dire. Déjà, aujourd'hui, on a parfois du mal à trouver le bon interlocuteur ou à pousser sa porte pour discuter des suites possibles d'un dossier. Bon, là, je crois que ce sera encore plus compliqué, d'une part. Et puis, d'autre part, une inquiétude des praticiens, notamment des directeurs juridiques, comme des avocats, afférente au respect des droits de la défense. Car enfin, voilà ces procureurs tout-puissants qui vont mener des enquêtes. Quel accès au dossier? À quel moment? Quel contradictoire? Quel contradictoire? Comment gérer les nullités de procédure? Aujourd'hui, dans les chambres de l'instruction, dans ces dossiers-là, devant quelle chambre? Où ça? À Luxembourg? Quel droit? Il faudra être très vigilant sur les droits de la défense, et c'est là que les entreprises sont intéressées, comme les praticiens du droit en général. Il ne faudrait pas que cette institution qui pousse son premier cri vienne tout simplement éteindre définitivement le contradictoire, les droits de la défense et le respect d'une procédure équitable. On va conclure là-dessus. Merci Kirill d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler des enjeux de conformité pour les entreprises avec mon invité Louis-David Magnien, Managing Director de Kroll pour la zone Europe. Louis-David, bonjour. Arnaud, bonjour, merci de me recevoir. Alors l'enjeu de conformité est vraiment primordial maintenant pour les entreprises. De quelle manière les directions juridiques appréhendent-elles cette question ? Alors c'est une question, il y a une double question. C'est une question centrale d'ailleurs et qui irrigue toute l'entreprise. C'est pas une question qui reste cantonnée dans un silo vertical ou horizontal, mais au contraire qui irrigue. La conformité, qui n'est pas le conformisme, est un sujet qui aussi se développe avec les réglementations, avec les scandales ou les amendes ou les affaires qu'on voit dans l'actualité, et enfin qui se développe plus largement avec des attentes beaucoup plus larges des stakeholders concernant le comportement des entreprises et de ses représentants. Alors, la direction juridique est le réceptacle, j'allais dire, naturel pour les enjeux de conformité au départ. Ensuite, elle peut souhaiter se développer avec une direction de la conformité. Pourquoi? Car la conformité provient notamment des règles, des lois, et donc la direction juridique est parfaitement équipée, habilitée pour les identifier, pour faire de la veille de conformité, pour les interpréter, aussi pour les traduire en langage de l'entreprise. En revanche, au-delà de la direction juridique, il faut aussi s'équiper d'hommes et de femmes qui sont capables de distribuer, d'irriguer, de faire naviguer cette conformité tout au sein de l'entreprise. Donc il y a une véritable culture de la conformité, c'est ça? Voilà, exactement, au sein du siège, par exemple, mais aussi au sein des filiales, et donc à tous les niveaux, que ce soit direction financière, direction commerciale, direction générale, direction juridique, parce que ce sont des aspects qui touchent à tous les volets de la vie de l'entreprise. Alors, est-ce que justement, ces enjeux de conformité ont fait évoluer le rôle du directeur juridique? Oui, alors sans aucune hésitation, oui, car il faut parler le langage de ces différents interlocuteurs au sein de l'entreprise. Un exemple tout simple, lorsque vous devez parler avec la direction commerciale pour vous assurer de l'évaluation des tiers avec qui vous faites des affaires, des distributeurs,
des représentants des partenaires de joint venture ou autres. Il faut que non seulement comment dirais-je, vous édictiez des règles sur la façon de se comporter, mais il faut aussi que vous compreniez comment fonctionne une direction commerciale pour gagner des affaires dans des filiales ou dans d'autres pays. Donc, il faut vraiment des hommes et des femmes qui sont au plus près du terrain. Et c'est pour ça qu'on a souvent des représentants de la conformité, qu'ils soient dans une direction indépendante ou rattachée ou co-nommée, juridique et de la conformité, au sein des filiales, au sein des pays, parce que l'application de la conformité se fait au plus près du terrain. Alors, on comprend mieux les enjeux de la conformité, mais quelles sont les tendances à venir? Alors, les tendances à venir, c'est un élargissement des domaines de l'entreprise qui sont touchés ou qui sont inclus dans la conformité. On a commencé il y a longtemps avec la concurrence, l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles. Ensuite, on a eu tout l'aspect RGPD, donc la protection des données. Donc vous voyez déjà qu'on touche à des leviers de l'entreprise qui sont différents. Ensuite, on a l'anticorruption. L'anticorruption en France, mais aussi avec des intervenants internationaux, le DOJ, avec les intervenants britanniques, avec les intervenants des Pays-Bas. Donc c'est un mixte entre une combinaison entre des directions internationales et des directions, j'allais dire, techniques. On a aussi, dans le cadre des fusions-acquisitions, de la croissance externe de l'entreprise, où l'entreprise, suite à une récente décision de l'AFA, la nécessité de vérifier que les sociétés acquises n'ont pas de passif de corruption, ou si jamais elles en ont, de le reprendre à leur compte. Donc il faut faire des due diligence sur tous ces sujets en plus. Donc vous voyez qu'on part d'un niveau central, d'une référence peut-être centrale, et ensuite ça irrigue toutes les directions. Voilà, toutes les directions et à tous les niveaux. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, et je pense que la conformité est un atout fondamentalement, car on a vu pour la réputation, mais aussi pour les finances des entreprises qui été touchées par des pratiques contre ou non conformes, les amendes que ça peut représenter, ainsi que la presse négative et les impacts sur la réputation. Et en revanche, les entreprises qui se développent de façon conforme et en respectant les bonnes pratiques, j'allais dire, elles peuvent aller plus vite, plus loin, et ne pas peut-être passer trop de temps à essayer de rattraper le passé. On va finir là-dessus. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de la blockchain pour les professionnels du droit et du chiffre avec mon invité Thierry Arnally, président fondateur d'Authentic Blockchain. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'Authentic Blockchain ? Alors, Authentic Blockchain, au départ, c'est une start-up qui a été créée en novembre dernier par une notaire et un expert du digital, moi-même, et qui a pour ambition de fournir à tous les professionnels du droit, avocats, experts comptables, commissaires-priseurs, huissiers, généalogistes, juristes d'entreprise et bien sûr notaires, un outil pour pouvoir figer un document juridique une fois qu'on est sûr de sa véracité, tout simplement en l'ancrant dans la blockchain. La blockchain, c'est une technologie à la pointe, une technologie émergente qui a un point fort, une particularité, c'est l'immutabilité des informations qu'on y dépose. Quand on dépose un document dans la blockchain, on ne peut plus ni le supprimer, ni le modifier. Et on utilise cette capacité pour la mettre à disposition des professionnels du droit et du chiffre. La difficulté, c'était de faire un service en ligne très simple qui puisse être utilisé par tout un chacun. Concrètement, comment ça marche ? Concrètement, on est allé vraiment au bout de la démarche. Il suffit pour le professionnel du droit, une fois qu'il est connecté au service, et la connexion se fait comme sur tous les sites, de glisser, déposer un document sur le site Authentic Blockchain, et ce document, en quelques secondes, est ancré dans la blockchain et devient impossible à modifier de manière volontaire ou involontaire. Une fois que cela a été fait, le professionnel du droit reçoit par mail un certificat d'ancrage qui lui-même pourra
rediffuser à ses clients, à ses confrères. Et il est sûr de la confidentialité de tout ça, parce que d'une part, on ne stocke pas le document lui-même dans la blockchain, mais son empreinte numérique, et d'autre part, parce que nous, Authentic Blockchain, on ne garde absolument aucun document. Donc le document va transiter quelques secondes, le temps d'être ancré, et ensuite va être supprimé. Donc le professionnel du droit a ce certificat, il peut s'en servir pour montrer à son client qu'il a mis en sécurité le document, mais aussi pour lui montrer qu'il est à la pointe en termes de digitalisation et que son métier évolue avec la société. Donc les applications que vous proposez, c'est surtout en matière de preuve ou on peut imaginer d'autres applications de la blockchain? Alors, clairement, aujourd'hui, le cœur de notre activité, c'est créer un élément de preuve international. Donc, je pense que sur le court terme, c'est là-dessus qu'on va rester focalisé. Mais pour autant, vous avez raison, avec la blockchain, on va pouvoir proposer d'autres options. Par exemple, la possibilité de mettre en place des sortes de contrats, ce qu'on appelle les smart contracts. Bon, on en reparlera, j'espère, ou encore faire des signatures au travers de la blockchain. Et ce sont des signatures qui, là aussi, ne peuvent pas être supprimées, détruites ou modifiées. D'autres options encore auxquelles on réfléchit, mais à plus long terme. Comment vous allez collaborer avec les professionnels du droit et du chiffre? Les professionnels du droit et du chiffre, d'abord, il va falloir les convaincre de l'utilité d'un outil comme celui-là. Donc, beaucoup de pédagogie. Mais ce qu'on constate, aujourd'hui, on est en train de lancer notre démonstrateur, c'est-à-dire la toute première version, ce qu'on appelle la V0 dans notre langage d'informaticien. Et d'ores et déjà, on a des professionnels qui viennent vers nous, ils veulent avoir des démonstrations, ils veulent pouvoir le tester. Et également, on a des éditeurs de logiciels pour ces professionnels du droit et du chiffre qui commencent à nous approcher pour d'éventuels partenariats. Et c'est, je pense, comme ça, au travers de ces partenariats, qu'on va pouvoir avancer le plus vite. En un mot, quelles seront les prochaines étapes pour Authentic Blockchain? Prochaine étape, c'est le lancement de la V0 à disposition de tous les professionnels du droit et du chiffre. Jusqu'au mois d'octobre, ils peuvent utiliser Authentic Blockchain autant qu'ils veulent, gratuitement. Et à partir d'octobre, on va passer sur la première version commercialisée du service. Thierry, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.